les images qu'on envoie en Afrique tuent l'industrie cinématographique parce que ça ne correspond en rien à ce qui se passe sur le continent. Et comme la France envoie, en parlant des pays francophones, la France envoie des films qu'elle donne à nos chaînes de télévision, les chaînes de télévision n'ont pas envie de financer le cinéma. Et moi, quand j'explique aux gens en Afrique que c'est à vous de financer le cinéma. Parce qu'en France, par exemple, le cinéma français est en grande partie subventionné. Et subventionné surtout par quels moyens? Il y a le cinéma américain, les blockbusters qui sortent ici, génèrent beaucoup d'argent et on prélève sur ces fonds parce que quand on regarde dans la majorité des films français, les films français ne rapportent pas grand-chose économiquement parlant. De temps en temps, il y a 1 ou 2 films qui s'échappent comme ça, mais on a décidé que le cinéma français ne doit pas faire partie de l'économie mondiale. Donc, moi, je dis, en Afrique, nous devons lutter aussi pour faire en sorte que le cinéma africain fasse partie de l'exception culturelle. Nos dirigeants, il faut qu'ils structurent le cinéma, qu'ils régulent et qu'on impose, parce qu'il y a des entreprises étrangères occidentales qui font des bénéfices énormes sur le continent. Pourquoi ne pas prélever ne serait-ce que 1 ou 2% pour financer la culture et permettre et laisser la liberté, c'est-à-dire l'imagination, à tous ces créateurs africains d'être libres de créer ce qu'ils ont envie de créer. Et surtout, essayer de permettre aux entreprises qui appartiennent aux Africains d'être défiscalisées quand ils financent la culture, le cinéma. À partir de ce moment-là, quand on fera des films, on aura une place au niveau international. Parce que le cinéma participe beaucoup à l'influence dans le monde. On voit bien le cinéma américain, comment ça se passe. Le cinéma, parce que chaque fois, c'est la même chose, par exemple, au Festival de Cannes. On dit qu'il n'y a pas de cinéma africain, alors qu'il y a des films africains. Il n'y a pas de film qui correspond à l'image qu'on se fait de l'Afrique. Donc, il y a quelques réalisateurs qui sont des réalisateurs préférés. Ils ont du talent, certes, mais l'image qu'ils véhiculent de l'Afrique, ce n'est pas cette image-là que nous, Africains, on a envie de voir. Le sida, l'excision, le misérabilisme, non. Il y a des gens qui travaillent en Afrique, il y a des gens qui se battent. Les gens se lèvent le matin, les petites et moyennes entreprises, ils travaillent. Et c'est ceux-là qui vont faire l'économie de demain sur le continent. Donc, à partir de ce moment, quand on parle de cinéma, je me demande de quel cinéma on parle. On dit toujours, parce que le cinéma africain, le mot africain est devenu tellement péjoratif. Cinéma africain. Et je me rappelle quand on a amené Africa Paradis au CNC pour demander le visa d'exploitation. La productrice qui travaillait avec moi avait dit, bon, ben, j'ai un film africain d'un cinéaste africain qui s'appelle Africa Paradis. On lui a dit, ouais, oui, bon. C'est quoi le titre? Africa Paradis. Ah ouais, donc c'est les animaux et tout ça. Donc il n'y a pas de problème, ça va passer. Non, on ne peut plus continuer de faire ça. Bon, donc les jeunes entrepreneurs, pour revenir au vrai débat, les entrepreneurs de la diaspora, il faut qu'ils prennent conscience qu'ils doivent se réapproprier ces outils-là. Parce qu'aujourd'hui, on a des chaînes de télévision qui font la propagande. À nous de faire aussi notre propagande pour pouvoir nous construire. Parce qu'on a besoin, parce qu'on est perdu, on est paumé. On ne sait même pas qui on est. Donc on a envie de se construire, de se projeter, de montrer nos héros. Parce qu'en Afrique, il y a eu des grands héros. De montrer les histoires des rois Béhanzin, des Tofa Ier, des Samori Touré. On a envie de voir tous ces personnages-là dans nos histoires. Tout récemment, j'ai été vraiment frappé, choqué par les 70 ans du débarquement. L'Afrique a contribué énormément à ce que la France devienne la grande France
avec toute la grandeur. Mais où sont les Africains dans tout ça? Pas un mot sur l'Afrique. On nous a méprisés, mais quand il s'agit de parler de sécurité des Africains, on les appelle comme des chiens et ils courent, parce que ça, ce n'est pas la faute de la France, c'est la faute de nos dirigeants. On les appelle, venez à Paris pour parler de sécurité. L'Afrique, un grand continent comme l'Afrique, on demande aux Africains, venez pour parler. Non, pourquoi le président Hollande ne se déplace pas pour aller en Afrique? Pour s'asseoir, on veut parler de la sécurité de l'Afrique. Pourquoi il ne se déplace pas? Et quand il y a l'histoire du débarquement, on sympathise avec les ennemis d'hier qui est l'Allemagne, et ceux qui ont combattu, qui sont morts pour ce pays, pour que tous ces hommes-là deviennent libres, on les méprise. On ne les compte même pas comme des êtres humains. Donc ça, c'est des choses qui nous choquent. Et on rumine tout ça, et petit à petit, on se dit, la seule solution, on ne veut pas lutter contre qui que ce soit, parce que le problème qui est là, la majorité des Français, sauf les intellectuels, la majorité dans l'ensemble des Français ne connaissent pas, parce qu'ils sont préoccupés déjà par leur quotidien. Donc, pour eux, l'Afrique, c'est loin. Et tout ce qu'on dit sur l'Afrique et tout, à travers les images, eux y croient. Donc, à nous d'essayer d'amener d'autres images de l'Afrique et d'essayer de faire prospérer. Parce que pour l'instant, c'est très difficile, il faut dire la vérité, c'est très difficile de gagner sa vie en tant que réalisateur, producteur africain. Même si vous trouvez les fonds, il y a toute une éducation à faire. En Afrique, bon ben, je pense, pour conclure, je pense qu'il y a quelque chose qui est très, très important aussi dans l'influence du cinéma africain. Parce qu'on aime beaucoup la France, mais je pense qu'il est important que, comme on apprend le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, il devient urgent que l'Afrique choisisse une ou deux langues qui deviennent obligatoires dans toute l'Afrique. Pour nos enfants, déjà à partir de la maternelle. Ce qui permettrait, parce que ce que je suis en train de dire, moi je ne serai peut-être plus là pour voir ça, parce que ce qui permettrait aux réalisateurs, aux créateurs africains de faire des films qui pourront être rentables sur le continent, parce que nos enfants auraient appris soit le swahili, le bambara ou le mina ou le fon, je ne sais pas, une langue qui sera enseignée dans nos écoles. Et à partir de ce moment, je pense qu'une fois que nos films seront rentabilisés en Afrique, l'extérieur viendra tout naturellement. Je conclus comme ça. D'accord, merci beaucoup Sylvestre. Donc, vraiment, le cinéma doit être un vecteur d'image forte, hein, c'est ce que je retiens de l'Afrique, en termes de croissance, en termes de développement, et qu'il y a des mécanismes, vous avez fait des propositions sur des mécanismes de financement propre donc, du cinéma. Mais on reviendra tout à l'heure sur le cinéma, parce qu'il n'y a pas que le cinéma, justement, hein, puisque là, on parle d'industrie culturelle et créative au sens large, et je vais donner la parole justement donc, à Xavier Simonin, qui est directeur artistique et comédien, qui a notamment travaillé sur un festival, il va nous expliquer en Bonjour à tous, je suis désolé d'être arrivé en retard, je sors de répétition puisque comme vous l'avez dit, mon premier métier c'est d'être comédien et je répète un spectacle en ce moment. En plus de ça, j'ai passé une partie de mon enfance en Afrique, ce qui me relie à la Côte d'Ivoire par mon enfance, mais quand j'ai voulu retourner, c'était en guerre, je suis retourné au Sénégal et en Mauritanie principalement, depuis l'âge de mes 18 ans, et j'y ai noué un certain nombre de relations, et en grandissant, à la fois dans ma carrière ici en Europe, et en passant des heures et des mois au Sénégal et en Mauritanie, les deux choses se sont liées. La plupart de mes amis de là-bas ont émigré petit à petit, je les ai retrouvés ici, ils ont vu ce que je faisais, ils m'ont dit viens faire quelque chose aussi au Sénégal, et puis ça s'est incarné en 2010 lors de la première édition du festival à ciel ouvert, dont vous venez de voir quelques extraits de l'édition 2013, nous n'en avons fait que deux, qui part d'un principe, si vous voulez, Bumba, le lieu où se situe le festival, est à 600 km de Dakar. Pratiquement à la frontière Mali, face à la Mauritanie, on est tout au nord, sur le fleuve Sénégal, en pays Halpoulard, et donc nous sommes loin de tout. Et évidemment, les populations qui sont là-bas, au village,
ne viennent que très rarement sur Saint-Louis, sauf pour se faire soigner. Saint-Louis est à 350 km, encore moins à Dakar, qui est à 600 km. Quand ils se déplacent sur Saint-Louis ou Dakar, en général, c'est pour éventuellement faire des formalités administratives ou alors des soins, mais en aucun cas pour aller au théâtre ou voir des concerts. Sur place, ce petit village Peul a une immense tradition culturelle. C'est un village qui a compté dans la sous-région, qui a compté un certain nombre de responsables, appelés des almanis, responsables spirituels, temporels, bon, une forme de démocratie d'ailleurs, qui est séculaire. Et bon, le jeu de la colonisation a fait que les colons sont fort intéressés à ce village qui comptait un certain nombre d'élites avec bon, cet almani, sa cour, ses griots, et les colons français au Sénégal se sont un petit peu appropriés ces élites-là, les ont placés à un certain nombre de postes d'influence, ce que je vous dis est toujours actuel, même à 50 ans après l'indépendance. Et de ce village, j'ai découvert ça au fur et à mesure en y allant, de ce village sont issus encore un certain nombre de responsables institutionnels. Il y a des ministres, il y a des hommes d'affaires qui sont issus de ce village, mais également un certain nombre d'artistes. Et cette tradition, en fait, ce passé, je l'ai découvert après la première édition en 2010, où la presse s'est emparée des résultats du festival en disant « Renaissance d'une capitale culturelle ». Moi, à l'origine, je ne savais pas tout ça. J'allais juste avec quelques amis à Peul faire une expérience au village de développement par la culture. Parce que je suis arrivé en retard, mais j'ai eu le temps d'attraper au vol ce que disait M. Amoussou, si je ne me trompe, parce que je ne vois pas. Oui, c'est ça. Qu'évidemment, la culture est très souvent quelque chose que l'on oublie en termes de développement. Je suis moi-même artiste, M. Amoussou aussi, j'ai cru comprendre. Je pense que la culture est le meilleur vecteur de développement. Le meilleur. Tout simplement parce qu'il intègre tout. On part de sa propre identité, on est dans la complexité des choses. L'angle artistique, l'angle culturel permet d'appréhender évidemment le développement dit économique, mais absolument tout ce qui fait notre personnalité et nos cultures. Alors on voulait faire cette expérience, voir comment ça pouvait fonctionner. Et on s'est très vite rendu compte, non seulement qu'on pouvait évidemment faire l'accès à la culture en organisant des spectacles de théâtre, des spectacles de danse, des spectacles de musique, que pour attirer à 600 km l'attention sur nous, on était obligé de solliciter des grands parrains. Mais les grands parrains, je ne suis pas allé les chercher en France, ça n'a aucun intérêt. Et le premier qui est venu est Baba Maal, un artiste sénégalais, qui a joué le jeu dès la première année. Évidemment, en attirant la présence, en l'amenant, et ça a attiré un certain nombre de médias. Et dès qu'on a des médias, on commence à avoir des partenaires parce qu'ils disent tiens, on va pouvoir faire notre pub en étant dans un truc très positif, puisqu'on fait du bien aux gens et qu'on leur donne des concerts, etc. Donc le modèle, c'est très immédiatement mis en place comme ça, sous cette forme-là. Les 2 années qui ont suivi, on n'a pas eu le temps de le refaire, bon, pour des raisons uniquement de temps, pas de volonté, uniquement de temps. On est à 5000 km les uns des autres. Même ici, organiser un festival, c'est pas simple. À Dakar, pas facile non plus. À Bumba, encore moins. Donc il faut vraiment avoir le temps de faire les choses. On l'a fait en 2013 en se disant, bon, alors, on va pas évidemment faire que de la culture, on va essayer aussi de faire du développement de manière un petit peu plus structurée. Donc on en a appelé aux institutions pour entrer dans des lignes de politique publique, aussi bien en termes de santé que d'environnement, que de pédagogie, etc. Et on n'est pas des anarchistes, on n'est pas des gens qui voulons révolutionner le monde autrement que par notre bonne volonté et l'échange. Et puis, un certain nombre de ministères nous ont suivis. Bon, ils ne nous ont pas donné d'argent, ils nous ont juste dit qu'ils trouvaient chouette la démarche. Après, nous sommes allés trouver les financements ailleurs, sachant qu'en termes de financement, on essaye au maximum de fonctionner pour le moment, en attendant de faire au bout de quelques festivals la preuve que tout ça peut apporter des choses. On essaye de fonctionner par échange. C'est-à-dire que tu veux être annoncé dans le festival et couvert par le plan média, bah donne-nous tes autocars, donne-nous ton matériel de son, donne-nous... voilà. Tout le monde est bénévole, il y a 600 bénévoles. Si vous voulez, la physionomie du festival, c'est un peu celle qu'on connaît ici aux Vieilles Charrues. C'est un festival qui fait beaucoup parler de lui maintenant, il a un certain nombre d'années d'existence. C'est un festival villageois. C'est parti d'un village, ils se sont mis ensemble, ils ont décidé de faire quelque chose
Et aujourd'hui, c'est un des plus gros festivals de musique en France. Bon, c'est un petit peu ce qui est en train d'arriver à Boomba, plus vite qu'on ne prévoyait. On est en train de préparer la 3e édition pour décembre 2015. Voilà à peu près le panorama. Alors, si on parle uniquement de la culture, il est évident que c'est pas facile de faire un film en Afrique, c'est pas facile de faire un film en France non plus. Simplement, les systèmes sont extrêmement différents. Il existe des réponses de financement en Europe et un peu partout dans le monde. Il en existe peu en Afrique. Et je rejoins complètement M. Amoussou, surtout dans ce que les décideurs ont envie de voir à l'écran si on parle de cinéma, ont envie d'entendre si on parle de musique, ou envie etc. Ça, c'est évident. C'est-à-dire que nous, l'idée du développement qu'on se fait à l'épreuve du terrain, c'est que toutes les politiques de développement, évidemment, sont issues de pensées du Nord, de la communauté internationale, dirigée en grande partie par une vision des choses, j'allais dire européano-nord-américaine, enfin quelque chose comme ça. Ce qui fait qu'évidemment, la notion du bien, du mal, du développement, de la richesse, des moteurs économiques, bon, sont une fois pour toutes déterminés à l'échelle de la planète et s'appliquent de manière extrêmement verticale dans le domaine du développement. Tout ce que je vous le dis rapidement, évidemment, on peut nuancer, il y a des choses quand même qui fonctionnent, qui marchent. Mais enfin, on vient de passer 15 ans sous la coupe de ce qu'on a appelé les objectifs millénaires du développement, qui sont des objectifs de développement décrétés par l'ONU en 2000, appuyés sur l'expertise de Jeffrey Sachs de University of Columbia, et qui ont mis un certain nombre de points pour dire, voilà, on va éradiquer la pauvreté en 15 ans en faisant ça. Bon, moi ça fait 15 ans que je suis sur le terrain, là, si on parle de, enfin bien avant, mais disons depuis 2000, rien n'a changé au village, mais rien. En revanche, j'ai vu beaucoup d'expatriés avec des belles voitures et des belles situations en Afrique depuis 20 ans, copieusement payés. Alors ça, oui, ça a fait les... Bon. Il y a quelque chose sur lequel je m'interroge, c'est-à-dire que pour être un artiste, de la même manière, tout ce que j'essaie d'entreprendre en Afrique, vous avez vu la couleur que j'ai, ça m'ouvre des portes qui ne sont pas ouvertes dans les sphères internationales à mes copains qui, eux, sont du pays. Et alors, on ouvre les portes et on dit, tiens, on veut réaliser tel ou tel film, telle ou telle série, tel ou tel projet, tel ou tel spectacle. Effectivement, dès lors que l'on parle un tout petit peu de l'histoire et de l'identité, à la manière d'un Sénégalais, d'un Peul, c'est pas très audible. C'est pas très audible, parce qu'on nous dit, et effectivement, ici, dans les modes de financement en Europe, auxquels vous êtes obligés de recourir, c'est ce que vous appelez les guichets, puisqu'il n'y en a pas beaucoup sur place. Évidemment, on dit, oui, mais attendez, monsieur Amoussou, on a dû vous le dire. Enfin, bon, moi, j'ai dîné avec monsieur Sissoko il n'y a pas si longtemps, qui m'a dit, je n'ai jamais fait le film que je voulais faire. Jamais. C'est un des plus grands réalisateurs africains. Il m'a dit, j'ai jamais fait le film que je voulais. J'ai toujours fait le film qu'on m'a demandé de faire. Dedans, j'essaye d'y mettre mes idées. C'est ça. Parce qu'évidemment, nous, on a soumis un projet, par exemple, où on nous a dit, non, ça ne fonctionne pas, parce que vous comprenez, pour faire un film, il faut une histoire avec un début, un milieu, une fin, il faut des archétypes de telle nature, etc. Il dit, oui, mais si ce n'est pas mon identité, si ce n'est pas mon originalité, ce que les Français appellent l'exception culturelle, etc., ils n'ont pas envie de faire les mêmes films que les Américains ou les mêmes films que les Indiens. Bon, pourquoi est-ce que les Africains, comme vous dites, j'aime pas non plus ce mot très global qui paraît être un label un peu exotique, que l'on trouve effectivement à Cannes dans un petit pavillon de cinéma exotique africain. Effectivement, comment s'en sortir? Comment réussir à faire jaillir l'originalité et la force créatrice? Moi, je parle du Sénégal, mais évidemment de tous les pays d'Afrique. C'est un vrai problème parce que pour l'instant, ça n'est pas audible. Or, s'il y a bien un continent qui est riche culturellement, c'est celui-là. Alors, après, quand on parle de... Alors, nous, au festival, on essaye un tout petit peu d'organiser des filières. La tâche est vaste, mais d'organiser, à l'échelle du Sénégal, avec l'appui de grands artistes comme Youssou N'Dour, Ismaëlo, Baaba Maal et tant d'autres, on essaye d'organiser un peu parce que vous avez raison. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un moment où il faut arrêter d'attendre, d'ailleurs, ce qui est sur place.
Ça passe évidemment par des réformes gouvernementales. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'après, c'est les élites qui sont en question, c'est pas que la communauté internationale, c'est-à-dire qu'il faut savoir comment les élites vont se comporter sur place. Et puis une prise en main par les acteurs locaux capables et qui ont tout pour réussir. Alors voilà, nous on essaye modestement de commencer à organiser un certain nombre de filières par le festival. Comment? En créant des spectacles qu'on essaye ensuite, main dans la main, pas par opposition, de faire fonctionner à la fois dans les instituts français qui sont aujourd'hui, je parle encore du Sénégal, mais je pense d'une manière générale dans les anciennes colonies françaises, les seuls endroits de diffusion forte. Le Goethe Institut n'a pas de lieu, la coopération italienne, espagnole, tout ça n'ont pas de lieu. Ils existent, les coopérations culturelles existent, mais n'ont pas de lieu. Donc les instituts français ont des lieux, des amphithéâtres, des lieux de diffusion artistique. Donc forcément, ce camembert de diffusion artistique, tout le monde se le partage. Et les Français sont encore dans une situation de devoir essayer de faire plaisir à tout le monde. Mais aussi les centres culturels locaux ou les théâtres nationaux locaux. Donc moi j'essaie de mettre tout le monde dans cette boucle-là. Ça c'est déjà une diffusion au niveau national. Évidemment après on essaie de s'organiser pour faire de la diffusion internationale africaine. Et puis à terme, et moi je me bats pour ça ici aujourd'hui, avec les gens à la fois de nos institutions comme nos lieux de production privés, pour leur dire accueillez les artistes. Mais comment accueillir les artistes? Puisqu'il y a un énorme problème d'accès à nos pays, puisque les visas sont là pour limiter l'accès à notre pays. Et qu'un artiste, par définition, ça fait peur. Et qu'est-ce qu'on fait si on se dit on va amener 10 artistes, ils vont venir jouer une pièce de théâtre, puis il en repartira que 7, parce qu'il y en aura 3 qui auront disparu dans la nature. Donc on est sur des problèmes assez complexes, quoi. Évidemment, c'est des choses qui sont à réfléchir de manière bilatérale. Là, on en vient à la présence et la légitimité et l'action donc à la fois de la communauté internationale dans ces grandes institutions, mais aussi, si on parle de la France, de nos coopérations décentralisées. Chaque région française, et les plus touchées par l'immigration, ont des postes budgétaires dédiés au développement. Donc, au Sénégal, par exemple, les plus présents sont Nord-Pas-de-Calais, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes. Bon, il y a une attitude là aussi qui veut, on va aller donner de l'argent là-bas, on fait du développement, on fait des choses comme ça. Bon, l'idée c'est de fixer les populations là-bas pour pas qu'elles émigrent. Bon, très bien, pourquoi pas. Simplement, comme il n'y a pas de souci d'approche anthropologique, puisque finalement l'autre, on s'y intéresse que très peu, aussi bien la grande communauté internationale que les coopérations décentralisées en viennent à monter sur l'argent de vos impôts des projets assez absurdes qui coûtent très cher. Et je parle d'expérience, c'est-à-dire encore une fois, je ne suis pas en ville, je suis en brousse, et depuis des années je vois plein de coquilles vides se constituer, qui évidemment au bout d'un an, une fois qu'ils sont construits, n'ont pas le budget de fonctionnement. Et alors évidemment, après tout le monde s'énerve en disant oui, enfin bon, on leur construit des trucs, puis ils font rien dedans. Ils font rien dedans parce que l'accompagnement n'est pas prévu, et que même en France, quand on construit une école, quelque chose, en général, on prévoit tout sur 10 ans ou sur 15 ans. Là, c'est pas vraiment le cas. Donc nous, pour ne parler que de Bumba, le village où je suis, un dispensaire, la commune d'à côté financée par la communauté internationale, je ne vous dirai pas le prix parce que c'est assez élevé, je vous ai raconté ça au téléphone, M. Portela, mais enfin c'est assez amusant. Pour notre médecine allopathique traditionnelle européenne, a coûté plusieurs millions, et puis c'est devenu le plus grand bordel de la région. Bordel au sens propre. C'est-à-dire que je suis dans un milieu de médecine traditionnelle, les gens ont une petite réticence à aller voir un médecin, sauf éventuellement pour faire quelquefois du commerce de médicaments, des choses comme ça, mais sinon, ils vont aller se soigner de manière traditionnelle. Qui plus est, dans cette région, on est très peu touché par la maladie, il n'y a pas de pollution, il n'y a rien, c'est pas la peine de parler du sida ou du palud là où nous sommes, il n'y en a pas. On a été initiateurs, on a fait le premier dépistage sida, on a fait des lois. Notre infirmier nous dit, écoutez, faisons des campagnes palud et sida, ça nous permet d'avoir du fric. Enfin, il n'y en a pas chez nous. C'est vrai. Donc on essaie de parler d'autres choses, des maladies infantiles, des trucs qui touchent le secteur où nous sommes. Pour autant, ce dispensaire a été construit, n'a intéressé personne. En revanche, la prostitution est très mal vue. Les gens avaient besoin d'un endroit pour se protéger, hygiénique, pour ne pas être vus par les compagnes et d'autres, et c'est devenu le plus gros bordel de la région. Voilà, financé par la communauté internationale. C'est une réussite exemplaire. On a un lycée, là, à Goumba, financé par la région Nord-Pas-de-Calais, 2 millions d'euros. 2 millions d'euros pour faire un lycée haute qualité environnementale au milieu de la brousse, pour être original sans doute,
avec des triples vitrages, des garages souterrains pour vélos, des ascenseurs dans un milieu où il y a des pannes d'électricité tout le temps, enfin, etc., etc., etc. Je vous passe les détails absurdes de ce lycée qui ne verra jamais le jour. Au bout de 5 ans, évidemment, l'expertise sénégalaise dit mais nous, on ne peut pas répondre à ce cahier des charges. Les Français disent bah oui, mais alors nous, pourquoi on vous donne autant d'argent? Puis finalement, bon voilà. Donc on se retrouve devant des choses à organiser. Et si on parle d'industrie culturelle créative, je pense que tout comme les autres industries, sachant que la culture, ne serait-ce qu'en France, représente un budget 7 fois supérieur à l'industrie automobile, il est certain qu'il y a des choses à faire à l'échelle du continent africain. Pour autant, il faut organiser et structurer les filières, mais ça ne se fera pas sans un peu d'écoute et d'anthropologie culturelle de part et d'autre. C'est ça. Merci. Oui, Serge, tu as la parole. Il ne s'agit pas de revenir sur ce qu'on a déjà dit, mais peut-être nous donner des éléments structurels et stratégiques sur ce marché du cinéma nigérien. Alors bonjour à tous. Effectivement, beaucoup de choses ont déjà été dites dans ce reportage. Juste pour structurer un petit peu les choses, Nollywood tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc l'industrie du cinéma nigérian, ça date de 1992 à peine, puisque c'est à ce moment-là que ce phénomène est né, avec un premier film qui s'appelait Living in Bondage, et donc depuis, ça n'a pas arrêté, et la production a continué à augmenter. Alors, quand ça a commencé en 1992, les gens qui tournaient les films, à la fois les réalisateurs comme Sylvestre Amousou, ou les acteurs étaient considérés un petit peu comme des fous ou comme des marginaux, etc. Tant ce n'était pas considéré comme de véritables carrières. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, Nollywood, et ça ce sont des chiffres qui viennent de sortir, représente 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. 5 milliards de dollars ou 1,5% du PIB du Nigeria. Donc c'est ce qu'on peut appeler une véritable success story africaine, une success story que peu avaient vu venir, puisque, encore une fois, quand Hollywood avait commencé, c'était considéré comme de la débrouillardise finalement, parce que ce sont des gens qui utilisaient des caméras grand public. Vous savez, les caméras qu'on utilise quand on va au mariage de son frère ou de son cousin, ce sont ces caméras-là qui étaient utilisées avec des problèmes de son à n'en plus finir, avec des fois des micro-perches qui étaient dans le cadre, etc. Mais ce qu'il y avait derrière, c'était une soif et une faim de se raconter par soi-même. Ça a été dit dans le reportage, c'est les Africains qui racontent l'Afrique. Parce que avant Nollywood, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des choses sur l'Afrique, mais il y avait le cinéma qu'on connaît, par exemple de Jean Rouge ou d'autres personnes qui sont venues filmer l'Afrique avec leur perspective à eux. Il y avait aussi Tarzan, il y avait toutes ces histoires-là. Mais pour une fois, avec Nollywood, on avait l'Afrique qui se racontait par elle-même. Et ça remplaçait aussi les telenovelas ou autres séries télé qui inondent les écrans télé africains, que ça continue de le faire, mais un peu moins maintenant grâce à Nollywood. Donc tout ça, c'est pour qu'on puisse comprendre l'importance de ce phénomène. Ce sont des histoires qui sont racontées, des histoires africaines, des histoires locales, des histoires auxquelles les gens peuvent s'identifier. Et ça constitue véritablement le terreau du succès de cette industrie, tout simplement, parce que ce sont des histoires dans lesquelles tout le monde peut se reconnaître. Alors, ce qui est également intéressant, c'est le chemin très différent que connaît le Nigeria par rapport à ses voisins, finalement. Le Nigeria est entouré du Cameroun et du Bénin, et également du Niger. Comment ça se fait qu'il y ait une production si importante, si dynamique, etc., dans ce pays-là, alors que juste à côté, dans les pays qui sont plutôt francophones, on compte parfois 5 films réalisés par an, voire moins que ça. Comment est-ce que ça s'explique? Je pense que, je n'ai pas forcément la réponse à cette question, mais une chose est sûre, c'est qu'il faut mettre en avant le caractère entreprenant, le caractère entrepreneurial des Nigérians eux-mêmes. Ce sont des gens, il y a beaucoup d'histoires qui se disent, notamment au départ de Nollywood, de personnes qui ont vendu leur voiture pour pouvoir réaliser un film. Des personnes qui ont hypothéqué leur maison pour pouvoir investir dans la production d'un film. Donc ce sont des choses qui restent assez impensables en Afrique francophone, où on est plutôt habitué à ce confort. Tout à l'heure, Sylvestre disait, il n'y a pas beaucoup de guichets, il faut aller dans tel et tel endroit, il ne les a pas cités, mais bon, c'est la francophonie, c'est le MAE, on les connaît. Sauf qu'au Nigeria, il n'y avait rien, il n'y avait aucun guichet. Et comme on dit, de la difficulté naît la créativité. Donc le contexte
local au Nigeria était encore plus difficile que ce qu'on avait en Afrique francophone. Ou si vous voulez faire votre film, trouvez les moyens vous-même. Il n'y avait vraiment aucune aide. Et cette absence d'aide, cette absence de possibilités, à mon avis, fait partie des choses qui sont à l'origine de ce phénomène qu'on appelle Nollywood. Donc finalement, c'est assez paradoxal, puisque donc le manque d'aide a aidé cette industrie à naître. Mais aujourd'hui, donc, on parle en tout cas, plus de 1000 films qui sortent par an, ça c'est sûr, et c'est une véritable industrie, parce qu'il y a des films, on parle de 50 films qui sortent par semaine au Nigeria. Il y a aussi, du coup, des salles de cinéma qui poussent comme des champignons dans les grandes villes nigériennes, que ce soit à Lagos, à Abuja, à Port Harcourt et dans d'autres villes, au même moment où les salles ferment en Afrique francophone. C'est un mouvement donc complètement inverse qui, au lieu d'avoir commencé par le haut, c'est-à-dire par l'État, a commencé par le bas, par les gens tout simplement. Et aujourd'hui, signe très intéressant, c'est l'État lui-même qui cherche à rentrer dans Nollywood, qui cherche à participer au financement des films. Donc il y a 2-3 ans maintenant, l'État a lancé un dispositif qui permet de faire des prêts aux réalisateurs. Ce sont des prêts qui doivent quand même rembourser, ce n'est pas la même chose que les subventions, mais ce sont des prêts à taux zéro qui permettent à ces réalisateurs de financer leurs films et ensuite de les rembourser à l'État. Donc l'État s'est rendu compte de l'importance de Nollywood pour plusieurs éléments. Un, ça crée une bonne image du pays à l'étranger. Le Nigeria souffrait d'une mauvaise image, continue d'ailleurs de souffrir d'une mauvaise image. Vous êtes tous au courant de l'actualité avec le terrorisme, etc. Avec Nollywood, on découvre un autre Nigeria, on découvre le Nigeria de tous les jours, le Nigeria des classes moyennes, le Nigeria des gens normaux, entre guillemets. Ensuite, le Nollywood permet de créer des emplois. On a vu dans ce reportage, on parlait de 300 000 emplois, mais 300 000 emplois, ce sont des emplois directs. Quand on va plus loin, on arrive jusqu'à 1 million d'emplois. 1 million d'emplois qui sont créés par cette industrie de Nollywood. Alors c'est difficile d'avoir des chiffres exacts, mais en tout cas, c'est une estimation, c'est 1 million d'emplois. Et quand on parle d'emplois indirects, donc ce sont des gens qui collent aussi des affiches, des gens qui impriment des jaquettes de DVD, etc. Ou alors ceux qui conduisent, les chauffeurs, etc. Donc c'est vraiment une industrie énorme. Et bien évidemment, les réalisateurs vivent de ça, les acteurs vivent de ça, mais également les chaînes de télé qui vivent en acquérant sans cesse des films de Nollywood. Il y a aussi une presse un peu people ou spécialisée sur le cinéma qui s'est développée, où il ne passe pas une semaine au Nigeria sans qu'on mentionne l'anniversaire de tel acteur ou le mariage ou le bébé de tel acteur ou telle actrice, comme on le fait aux États-Unis ou comme on le fait en France. Ça peut faire sourire, mais quelque part, ce sont ça aussi des emplois, ce sont des gens qui vivent de ça. Il y a des blogs très importants comme le blog Bella Naija par exemple, qui emploie une vingtaine de personnes et qui sont là à chaque événement, à chaque avant-première de film pour faire des photos, etc., qui sont ensuite relayées sur la toile. Donc c'est véritablement une industrie et également un microcosme, un écosystème qui carbure à plein. Cela étant, ce n'est pas parfait. Je ne suis pas en train de vous peindre non plus une image toute rose. Il y a des difficultés, il y a des défis auxquels les personnes qui sont dans cette industrie doivent faire face. Par exemple, on parle de 5 milliards de dollars de manière générale, c'est ce que pèse l'industrie, certes, mais vous ne trouverez pas un réalisateur qui ne se plaindra pas du manque de retour sur investissement quand ils font des films. Parce que c'est vrai que pour l'instant, à cause notamment de la piraterie, beaucoup de gens se font voler tout simplement des ressources qui devraient être à eux. L'autre chose, c'est que même s'il y a des salles de cinéma au Nigeria, il n'y en a pas suffisamment aujourd'hui pour absorber la demande et pour amortir surtout l'investissement que ça représente de sortir un film. L'autre chose, c'est qu'il y a une professionnalisation du secteur, mais il y a quand même des métiers qui ne sont pas au même niveau que les autres. Donc il y a de très bons producteurs, il y a de très bons réalisateurs, de très bons acteurs, mais au niveau de la distribution, on va dire que la distribution reste un maillon faible de cette industrie. Il n'y a pas aujourd'hui de distributeur capable de couvrir l'ensemble du territoire nigérian et qui soit organisé un peu comme les meilleurs distributeurs le sont, que ce soit ici ou ailleurs dans le monde. D'autres problèmes également, c'est que c'est très difficile de trouver l'argent pour faire un film, hein, ça reste difficile. Et quand on le trouve, quand on arrive à faire son film, c'est très dur à la fin de pouvoir promouvoir son film comme il le faudrait. Le Nigeria est un pays immense, il y a plusieurs langues, etc. Donc ensuite, encore une fois, pour pouvoir couvrir le territoire
et que tout le monde sache que ce film est sorti et qu'il faut l'acheter, etc., ça reste très compliqué. Cependant, c'est vraiment une industrie ancrée dans la réalité locale et les solutions se trouvent à l'échelle locale. Par exemple, quelque chose qu'on connaît très bien en Occident, en France ou aux États-Unis et ailleurs, ce qu'on appelle le placement de produits. C'est une réalité très importante au Nigeria et dans Hollywood. Donc dans beaucoup de films, vous allez voir des pubs déguisées pour une banque, pour une société d'assurance, pour, je sais pas, pour une marque de téléphone, etc. Donc ce sont toutes ces sociétés-là, en fait, qui sont rentrées dans le wagon d'Hollywood et qui profitent de cette dynamique, de ce dynamisme aussi. Et c'est des choses, ce sont des solutions pour le coup qui sont importables, enfin exportables à l'Afrique francophone. Toute société, j'ai aussi des compagnies aériennes qu'on voit dans les films. Il y a un moment où vous allez avoir une actrice principale qui va vous dire « Ah là, mais ma carte ne marche pas, j'aurais dû être dans telle banque ». Alors c'est de la publicité déguisée. Pour le public qui est un petit peu habitué à ça, ça peut être un peu désagréable parfois. Mais ça permet de financer des films. Et ça permet de ne pas attendre 5 ans à remplir des dossiers pour tel et tel guichet pour pouvoir boucler son budget. Donc Nollywood, de manière générale, avec ses limites, avec ses défauts, ça reste, je pense, une matérialisation intéressante de ce qu'on peut appeler, du rôle que joue le cinéma et la culture dans le développement économique. Et ça serait, à mon avis, très approprié que d'autres pays copient, tout simplement, ce modèle-là. Même s'il est évident que le Nigeria est aussi un cas particulier, puisque c'est un marché de 170 millions d'habitants. Donc à partir de là, il y a une certaine autosuffisance, autodépendance qui existe et qui n'est pas le cas au Bénin, juste à côté, qui n'a que 8 millions d'habitants, ou au Sénégal avec 14 millions d'habitants. Mais il y a, toute proportion gardée, je pense, des choses qui peuvent être appliquées dans ces pays-là. Okay. Voilà de manière générale ce que je voulais dire sur cette industrie. Si vous avez des questions, je pourrais y répondre après. Merci. Merci beaucoup, Serge. Je vais donner tout de suite la parole à Jacques qui a patienté. Donc, quel est le regard de l'avocat? Notamment, Serge a parlé des problématiques de droit de propriété, de protection. Est-ce que tu as un regard là-dessus? Est-ce que tu as des recommandations à faire pour justement les entrepreneurs qui sont dans le culturel pour qu'ils puissent protéger un peu leurs œuvres? Bonjour à tous, merci Roland. Effectivement, je vais revenir un peu sur ces différentes questions et essayer d'aller un peu plus largement, notamment sur un des points qui a été abordé, à savoir la problématique du financement. Avant de rentrer dans les détails, je voulais déjà faire trois remarques préliminaires. La première remarque, c'est qu'effectivement, et je pense que ça a déjà été dit, quand on parle d'industrie créative, industrie de la culture, il y a une première certitude, c'est qu'aujourd'hui, c'est un enjeu politique, c'est un enjeu d'influence, c'est un enjeu de pouvoir. Donc c'est forcément une question qui implique à la fois les acteurs privés, les acteurs publics et les citoyens dans leur ensemble. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, et ça marche partout dans le monde, aujourd'hui la culture est ce qui fait gagner de l'argent et ce qui fait même le plus gagner d'argent, gagner le plus d'argent possible. Monsieur l'a évoqué tout à l'heure, quand on regarde en France, notamment quand on parle du luxe, en fait, finalement on parle de culture, c'est l'industrie qui rapporte le plus. Quand on parle aux États-Unis d'Hollywood ou de Disneyland, c'est ce qui rapporte le plus. Quand on parle au Japon de manga, c'est ce qui rapporte le plus. Quand on regarde la Corée du Sud, maintenant on parle de Gangnam Style, c'est aussi des choses qui rapportent. Donc c'est finalement un secteur qui est très très profitable. Donc ça c'est les premiers éléments. La deuxième chose que je voulais dire et qui est assez importante également, c'est de se dire la réflexion aujourd'hui qu'on a en Afrique sur la question de la culture, sur la question des industries culturelles, appelle des problématiques ou des enjeux qui ne sont pas liés uniquement au secteur de la culture. Je pense qu'il y a des problématiques, et je vais revenir dessus après, qui sont des problématiques qui peuvent être répliquées après sur tous les domaines, quand on parle d'écosystème, quand on parle de filières, etc. C'est les mêmes problématiques qui se posent dans l'agriculture, qui se posent dans l'industrie mécanique. Donc, il y a un enjeu fort sur la culture compte tenu des enjeux en termes de pouvoir et d'industrie, mais il faut se poser la question en regardant finalement aussi ce qui se passe dans les autres secteurs, parce qu'on peut trouver des sources d'inspiration.
Le dernier point et la dernière remarque que je voulais dire, c'est, et je crois que ça a été dit un peu en filigrane par chacun des intervenants, c'est si on veut aborder finalement la problématique des industries culturelles et créatives en Afrique, il faudrait effectivement qu'on se dise dès le départ, changeons de paradigme, réfléchissons différemment, approchons la chose différemment. Essayons de réfléchir différemment. Je pense que c'est la chose essentielle qu'il faut retenir et qu'il faut avoir à l'esprit quand on réfléchit à la question. Et notamment, quand on met ça en lien avec la problématique juridique et la problématique de financement, je pense que, notamment quand on parle d'industrie créative, il y a deux enjeux qui sont essentiels. Et l'industrie de Nollywood a réussi. Pourquoi? Parce qu'elle a réussi à faire la fusion de ces deux enjeux. C'est ce que je dirais, le contenu et le contenant. Le contenu, c'est ce dont qui a été discuté ici, à savoir l'identité culturelle qu'on met dans cette production, à savoir la façon dont identitairement les gens se retrouvent dans les productions artistiques, etc. Donc ça, c'est un enjeu important. Et le deuxième enjeu, c'est ce que j'appelle le contenant, c'est-à-dire comment est-ce qu'on package en fait cette production artistique pour en faire un bien économique. Et c'est ça, je crois, l'enjeu important aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut réussir à faire des productions artistiques, des productions culturelles, des véritables biens économiques. Et je pense que là, pour moi, la réflexion, elle pose deux ou trois questions. La première question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en Afrique, on est en face, quand on a une œuvre artistique ou quand on a une œuvre culturelle, est-ce qu'on est en face d'un bien économique? Est-ce qu'on est en face d'un actif qui peut ensuite, justement, donner envie à une banque, donner envie à une entreprise, donner envie à un État, pourquoi pas, de financer. Ça c'est la première question. Et quand on se pose la question de savoir aujourd'hui si on est en face d'un actif, forcément, ou d'un bien, forcément la question sous-jacente, c'est celle de la propriété. Est-ce que c'est un bien qui peut faire l'objet d'une propriété privée, et donc, par conséquent, quel est l'environnement aujourd'hui qui permet sur le continent de pouvoir protéger les œuvres artistiques et les œuvres culturelles? Sur ce point, sans rentrer dans les détails et en essayant d'être assez synthétique, ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui en Afrique, et malheureusement comme c'est souvent le cas, on a vraiment une dualité entre l'environnement francophone et l'environnement anglophone. C'est-à-dire que d'un côté, on a une région anglophone où on parle de copyright, etc., avec des législations qui sont des législations différentes, et d'un côté, on a un environnement francophone où on retrouve des avancées intéressantes, c'est-à-dire qu'on a une vraie volonté, notamment au niveau francophone, de pouvoir avoir des textes qui sont les textes le plus harmonisés possible au niveau régional. Donc notamment en matière de propriété intellectuelle, on a un organisme qui s'appelle l'Organisme africain de la propriété intellectuelle, l'OAPI, qui édicte en fait un certain nombre de textes qui ensuite doivent être mis en œuvre, ratifiés par chacun des États et mis en œuvre. Donc il y a cette volonté au niveau de la région Afrique francophone d'avoir un corps de règles qui soit le même partout. Mais néanmoins, la difficulté et celle qu'on rencontre aujourd'hui sur le continent, c'est une fois qu'on a établi les règles, une fois qu'elles sont fixées, comment est-ce qu'on les applique et comment est-ce qu'on s'assure qu'elles sont respectées. Sur la question de l'application, la problématique qui se pose, et notamment dans cette question d'organisme régional qui édicte un certain nombre de règles, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui une juridiction, on n'a pas aujourd'hui une juridiction commune dans toute la région Afrique francophone qui permette finalement d'assurer l'interprétation et l'application des règles. Ça c'est une problématique qui est quand même importante, notamment en termes de protection. La deuxième problématique, c'est celle que j'évoquais, à savoir que l'organisme l'OAPI aujourd'hui édicte un certain nombre de règles, mais ensuite laisse à chaque État le soin de ratifier les règles dans son environnement national. Ce qui a pour conséquence qu'aujourd'hui, les États ont différentes législations. Malgré cette volonté d'harmonisation, les États ont pris chacun des lois qui sont parfois différentes de celles qui étaient édictées par l'OAPI. Donc ça c'est également un point de blocage et un point qui peut poser problème. Ensuite, une question également sur la question de la piraterie et la question de la contrefaçon, c'est la même chose, c'est-à-dire aujourd'hui, à partir du moment où on laisse effectivement le soin aux différents États de pouvoir appliquer ces règles, etc., avec tous les enjeux que ça comporte en termes de procédures pénales, etc., ça pose quand même un certain nombre de problèmes, et on se rend compte qu'il y a des difficultés parce que effectivement, parfois les textes ne sont pas compris, et ensuite, surtout les textes ne sont pas forcément connus par les personnes. Donc je pense qu'il y a vraiment un enjeu déjà en termes de propriété. Est-ce qu'aujourd'hui
l'environnement législatif qui existe aujourd'hui sur le continent africain, et notamment en Afrique francophone, est-ce qu'il permet de véritablement protéger les œuvres artistiques et culturelles qui sont créées et qui sont aujourd'hui sur le continent. Donc, je pense que ça, c'est le premier élément de réflexion. Le deuxième élément de réflexion sur toujours la question de la TIC, c'est de savoir quel est le business model. C'est-à-dire, quand on veut aujourd'hui, notamment pouvoir faire un film ou quand on veut pouvoir organiser un festival, etc., il faut se poser la question de savoir quel est le business model. Si vous voulez réussir à lever des fonds ou si vous voulez avoir des personnes qui vous accompagnent, il faut leur montrer que votre produit va être rentable. Et donc, de la même façon, je crois qu'il y a aussi là la volonté de changer de paradigme, c'est-à-dire que si on veut, par exemple, faire un film au Cameroun ou dans un pays africain et qu'ensuite, pour voir le film, il faut payer 15 €, bah, écoutez, il n'y a personne qui viendra voir votre film. Donc, et là, c'est aussi là, par exemple, que Nollywood a réussi, c'est-à-dire Nollywood a fait des films peu chers qui ensuite étaient vendus peu cher et donc qui étaient vendus à une masse. Donc je crois qu'il y a aussi dans le business model, pour chaque acteur de ce domaine, de réfléchir quel est mon business model, comment est-ce que je vais réussir à rentabiliser mon film, et à partir de là, réfléchir avec la réalité aujourd'hui du continent africain et du consommateur africain. Donc je pense que ça aussi c'est une réflexion qui est importante et qu'il faut garder à l'esprit. Une fois qu'on a répondu à cette question de savoir est-ce que finalement j'ai un actif culturel, un actif artistique qui existe, à savoir qui peut faire l'objet d'une protection et qui répond à un business model sensé. La deuxième question, je pense qu'il faut se poser aussi, c'est après la question du marché. Dans quel marché je me situe? Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a un marché de l'art? Est-ce qu'il y a un marché du cinéma? Est-ce qu'il y a un marché de l'architecture en Afrique aujourd'hui? La question aussi de la même façon est discutable, c'est-à-dire quand on voit notamment le cas du Nigeria aujourd'hui ou le cas de certains pays africains, la première question qu'on va se poser, c'est de savoir quels sont les acteurs qui sont présents sur ce marché. Et je pense qu'aujourd'hui, et c'est quand le monsieur évoquait la question de filière, je pense que c'est vraiment ça l'enjeu, c'est quand on va réfléchir aujourd'hui à la problématique culturelle en Afrique, il ne faut pas qu'on réfléchisse uniquement du côté de celui qui va produire l'œuvre. Ensuite, comment est-ce qu'elle va être distribuée, comment est-ce qu'elle va être évaluée, comment est-ce qu'elle va être protégée. Il y a un ensemble d'acteurs aujourd'hui qu'il faut mettre en place pour permettre à ce qu'il y ait réellement un marché qui permette d'évaluer déjà, est-ce que votre œuvre, qu'est-ce qu'elle vaut, comment est-ce qu'on peut la vendre, qui peut l'acheter, ceux qui veulent l'acheter, où est-ce qu'ils se retrouvent. On a parlé du cinéma, des salles de cinéma, on peut parler des objets d'art, est-ce qu'il y a des salles de vente? Pas forcément. Donc la question c'est de réfléchir aussi en termes de marché, en termes d'écosystème, et de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait pour créer ce marché. Le marché, il peut être créé par l'État, c'est vrai, on parle beaucoup de l'implication de l'État, mais je pense aussi que les acteurs privés, et ça existe dans d'autres domaines, peuvent aussi se réunir et décider de créer un marché, et à eux ensuite, à partir de là, peut-être de recevoir ensuite le soutien de l'État. Donc je pense qu'il y a aussi une démarche là à avoir auprès des différents acteurs privés. C'est un peu le cas aujourd'hui en Afrique, notamment dans le domaine de la musique et de la gestion collective, notamment avec des organisations type la SACEM qu'on retrouve aujourd'hui, mais on a encore quand même des difficultés à ce niveau-là parce qu'il y a un manque au niveau matériel pour ces organisations-là, et surtout ces organisations pâtissent aussi finalement de cette volonté qu'on a souvent en Afrique que ce soit l'État qui fasse tout. C'est-à-dire que la plupart des organisations, notamment SACEM ou enfin type SACEM, qui sont chargées de protéger les droits d'auteur, vont souvent être des organisations qui sont, je dirais, pas initiées par l'État, mais qui sont très proches parfois de l'acteur public et parfois qui évoluent en monopole. Et donc je pense que ça aussi c'est un point qui est important, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse se poser la question de savoir qu'est-ce que les acteurs privés eux-mêmes, quelle est leur démarche pour protéger leurs œuvres et pour s'organiser. Une fois qu'on a posé la question du marché, est-ce qu'il existe, quels sont les acteurs qui le structurent, effectivement après, et là une fois de plus on voit que le Nigeria avait les bons ingrédients, c'est de savoir quelle est la taille de mon marché. L'avantage que le Nigeria avait effectivement, c'était d'avoir un marché qui était un marché très important, donc qui dès le départ, sans se poser la question de la langue, sans se poser un certain nombre de questions, permettait déjà d'avoir un nombre de consommateurs important. Mais néanmoins, il ne suffit pas uniquement de regarder son marché, on peut aussi effectivement se poser la question de savoir comment on exporte, et peut-être
peut-être dès le départ en amont, adopter une démarche qui permette d'exporter. Et je pense que là, de ce point de vue-là, par exemple, le cas de la Corée du Sud est un cas très intéressant parce que là, on a une démarche artistique où on sait qu'on est face à un pays qui n'est pas très grand, mais tout de suite, dès le départ, on opte pour une dimension tout de suite qui va vers l'exportation. Donc je pense que de la même façon, il y a une réflexion aussi à avoir sur la problématique de quel est le marché qu'on vise, comment est-ce qu'on le structure. Et la dernière question, effectivement, et qui est la question qui revient toujours, c'est la question politique, parce que la question va toujours se poser pour un acteur qui veut financer, qui veut s'investir et qui veut s'engager, c'est quel est l'environnement juridique, quel est l'environnement légal, et quelle est la position des acteurs publics par rapport à telle ou telle dynamique culturelle. Et notamment, c'est vrai que sur le continent africain, il y a quand même aussi une question qui peut se poser, notamment par rapport à l'orientation des œuvres, l'orientation notamment par rapport aux problématiques politiques, etc. Donc c'est quelque chose qui peut aussi quelque part freiner quand même l'éclosion finalement de véritables biens économiques qui sont capables d'être valorisés sans difficulté. Donc vraiment la question, est-ce qu'on a un actif? Ensuite, est-ce qu'il existe un marché? Et est-ce que l'écosystème global, donc au niveau politique, est là pour accompagner? Je pense que c'est les 2-3 questions sur lesquelles il faut se concentrer et à travers lesquelles on peut réussir finalement à répondre à cette problématique du développement et de la structuration des industries créatives et culturelles sur le continent. Merci. Merci beaucoup, Jacques.